Très bien. Bah, écoutez, je vous propose de démarrer. Comme ça, on pourra tenir le timing qui est toujours important pour tout le monde. On sait tous que vous avez tous des agendas très chargés, nous aussi, donc on va respecter tout ça. Donc encore merci de participer à ce webinaire pour une petite heure ensemble. Donc évidemment, on va vous faire un petit update sur la partie protection des données. On va parler sur la loi sur la protection des données. On va parler aussi un peu de l'Europe. On va parler aussi des US. Bref, pas mal de sujets qui nous attendent. Avant de rentrer dans le sujet, évidemment, je vous propose un petit tour de webinaire donc pour que chacun puisse se présenter autour du micro. Caroline, évidemment, je te laisse peut-être démarrer. Merci Jean, bonjour à tous, ravie de vous voir ici. Donc mon nom est Caroline Perriard et je suis la co-directrice de Brandit, qui est une société qui est active dans la propriété intellectuelle et la protection des données. Donc mettant en avant les valeurs de l'entreprise et ses activités en ligne. Et définitivement, tout ce qui touche à la confidentialité, privacy, c'est quelque chose qui nous passionne. Merci Caroline. Christian, je te laisse te présenter également. Bonjour à tous, merci Jean. Moi je m'appelle Christian Minchev, je suis ingénieur solution chez OneTrust, qui est un éditeur de logiciels pour tout ce qui couvre justement la privacy, la protection des données personnelles, mais pas que. Donc on intervient sur d'autres plans, notamment la gestion des cookies, du consentement marketing, etc., la gouvernance des données, et ainsi que la sécurité informatique. Donc enchanté d'être là aujourd'hui parmi vous. Très bien, merci. Et du coup, bah, évidemment, peut-être pour me présenter en quelques secondes, même si j'ai déjà pris la parole. Donc, Jean, moi, je suis directeur associé chez Columbus. Donc, Columbus, société de conseil, on travaille sur pas mal de sujets, évidemment, avec un vrai focus sur la data au sens assez large du terme, sur toutes les dimensions dans l'entreprise et évidemment sur la partie aussi protection des données, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Évidemment, on travaille souvent avec nos camarades du jour, à savoir Brandit et OneTrust. Ce que je vous propose avant de démarrer, c'est qu'évidemment, il y a un petit chat. Donc, si vous avez des questions, c'est l'occasion de les pousser et de pouvoir effectivement interagir avec nous. Alors, on prendra des questions soit à la volée, soit à la fin du webinaire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à interagir. On est évidemment là pour ça. Ce que je vous propose, du coup, en termes d'agenda, ici, rapidement, que vous compreniez un peu ce qu'on va faire ce matin, plutôt que sur cette heure. Donc, première 30 minutes, ce qu'on vous propose avec Caroline, du coup, c'est de revenir un peu sur les nouveaux sujets. Alors, nouveaux, à savoir ce qui nous intéresse côté suisse, sur, très bien, la protection des données, qu'est-ce que c'est, mais surtout, qu'est-ce que la révision de la LPD va nous imposer quelque part, et surtout, comment on peut faire les choses par rapport aussi au RGPD qui est déjà là en place, mais qui ne s'applique pas forcément encore pour tout le monde. Christian va effectivement à partir de 10h30 pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire évidemment avec une solution comme OneTrust et notamment accélérer un peu cette mise en œuvre. Et puis on se gardera un petit quart d'heure pour les questions-réponses et puis ce sera un petit peu aussi le buffer quelque part pour pouvoir gérer s'il y a quelques retards sur des questions qui auront lieu durant notre webinaire. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vous propose de démarrer et du coup de parler effectivement un peu des nouveaux sujets et un peu de l'actualité chaude brûlante, vous l'avez compris, sur la protection des données en Suisse. Je te laisse la parole, Caroline. Merci. Alors, on avait envie de faire ce webinaire parce qu'on en a fait un il y a 3 ans avec Jean sur vraiment l'arrivée du RGPD et qui a, je dirais, ouvert les yeux à beaucoup d'entreprises sur qu'est-ce que la donnée personnelle, comment on la traite, comment on la gère, qu'est-ce qui est important, quels investissements en fait on va faire dans une entreprise et puis quels risques on peut prendre. Aujourd'hui, je dirais en Suisse, on attend avec assez d'impatience l'application de la nouvelle loi fédérale, donc qui a été approuvée par le Parlement et qui va entrer en vigueur l'an prochain. On parle ici de données personnelles. Donc, si vous êtes une entreprise, vous savez à quel point les données sont importantes, que ce soit des données analytiques, statistiques, des données financières. Et puis, on va toucher aussi les données personnelles qui sont, elles, couvertes par ces lois spécifiques qui sont le RGPD, qu'on connaît bien, et puis la LPD et la nouvelle LPD qui va entrer en vigueur.
Ces données personnelles, elles se trouvent partout dans votre entreprise. Donc, ce n'est pas juste des données qui vont être liées à un consommateur parce qu'il a acheté un produit en ligne ou bien un employé. Donc, vraiment, on couvre, je dirais, toutes les plateformes. On a des données de contact propres, des first-party data. On a des données qui viennent de partenariats, de sociétés tierces avec qui on va travailler. Et puis, on a des données qu'on appelle third party, des données externes qu'on va pouvoir récupérer ou qu'on va partager avec des tiers, notamment tous les identifiants, par exemple, sur certains cookies ou bien des données sur les réseaux sociaux. Jean, tu peux passer la suivante. Les données sensibles, par défaut, la collecte de données sensibles est interdite. Donc, de nouveau, si on prend le droit suisse et dans la nouvelle mouture de la loi, les données peuvent être collectées, les données personnelles peuvent être collectées. Il n'y a pas d'interdiction à la base, c'est une différence avec le RGPD, mais il n'y a pas d'interdiction, on peut le faire si c'est légal. Quand on parle de données sensibles, il va vraiment falloir avoir une raison valable et puis un consentement ou bien une autre base légale. Donc, ici aussi, pas de grande différence avec le RGPD. Les données sensibles, vous les connaissez, ce sont des données médicales, biométriques, génétiques, etc. Oui. Au niveau de la législation, pardon, ce qu'on voulait mettre en avant ici, c'était de dire que voilà, on est dans un développement de différentes réglementations qui s'appliquent. Donc, on connaît le RGPD qui a, je dirais, 3 ans d'âge et qui est toujours en train d'être interprété. La nouvelle loi suisse, la loi fédérale, entrera en vigueur, on pense, au premier semestre de l'an prochain. Donc, la version finale a été approuvée, mais on attend que le Conseil fédéral nous donne une date d'entrée. Il n'y aura pas de période de transition, ce qui avait été le cas avec le RGPD où il y avait 2 ans de transition. Il n'y aura pas de période de transition. Une fois qu'elle entre en vigueur, voilà, les entreprises doivent être prêtes. Et puis, on a mentionné ici aussi la e-privacy, qui est un règlement européen qui est aussi en train d'être finalisé. Et on espère avoir, je dirais, la dernière mouture fin 2021 pour aussi une application dans les 2 prochaines années. Cette e-privacy est aussi importante parce qu'elle aura un impact sur tout ce qui est cookies et puis traçage technologique. Donc, à garder en tête, si vous avez déjà été impliqué sur les cookies, vous connaissez la e-privacy directive qui va devenir un règlement en Europe. Oui. Les amendes, finalement, c'est un petit peu le coup près qui fait que les entreprises se bougent, on va dire ça comme ça. On a vu ces dernières années de nombreuses décisions qui ont été prises par les autorités de protection des données avec voilà, des montants quand même relativement élevés quand on a qui sont, je dirais, surtout liés à une faille de données, un accès non autorisé, une collecte illégale de données. Pour venir sur deux exemples ici, British Airways a subi un incident de sécurité qui s'appelle un domain spoofing, où en fait les cybersquatters sont arrivés rediriger le trafic des utilisateurs du site de British Airways sur un faux site. Et en fait, donc là, on est vraiment dans un cas de sécurité qui a je dirais, généré une violation, un accès non autorisé à peu près 500 millions de données d'utilisateurs. Un autre exemple d'une grande entreprise, c'est Marriott, qui a acheté une entreprise quelques années auparavant, donc qui a aussi récupéré une base de données clients sur laquelle il y avait une faille et voilà, des données ont été extractées et du coup Marriott s'est aussi fait amender en fait pour ne pas avoir mis en place les mesures de sécurité qui étaient importantes. 3 points que je veux mentionner ici, c'est qu'il y avait dans beaucoup de cas beaucoup de données personnelles, des moyens financiers qui auraient dû être mis en place pour assurer la sécurité et du personnel qualifié. Donc, les autorités vont aussi regarder comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise et on va parler un petit peu, on va parler de ce programme, je dirais, de conformité aussi. Jean va vous expliquer comment on fait parce que ça, c'est très important pour démontrer qu'on a mis en place les bons outils pour éviter ce genre de failles et pour corriger aussi ces failles.
il y a toujours, ici on a parlé des sanctions, on ne parle pas des investissements internes qui sont nécessaires suite à une violation de données personnelles, parce qu'il faut éviter les répétitions et puis évidemment, il faut renforcer la sécurité. Oui. Alors, les différences entre le RGPD et la nouvelle LPD, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Les grands principes demeurent. Un détail ici que je veux mettre en avant, c'est que dans la nouvelle LPD, il n'y a pas d'obligation de nommer un DPO selon les critères de la RGPD. Donc, vraiment, ce sera à bien plaire par une entreprise. C'est clair que si vous avez je dirais un volume de données qui sont traitées, un certain nombre d'employés, des règles de conformité, vous aurez définitivement un DPO ou bien une personne experte en protection des données. La grande différence aussi, c'est les amendes. Je reviendrai en détail sur quelles amendes vont être applicables en Suisse, mais entre les 4% du chiffre d'affaires global et les 250 000 francs imposés sur le directeur ou la directrice d'entreprise, on est vraiment très loin, je dirais, du couperet qui a été imposé par l'Union européenne. Oui, Jean, tu peux passer la suivante. Alors, la question qu'on nous pose aussi souvent, c'est, bon, on est déjà en conformité avec le RGPD parce qu'on est une entreprise internationale ou je dirais régionale et on a déjà mis en place beaucoup d'éléments qui font que voilà, on a l'impression qu'on est conforme. Alors, je dirais oui, il n'y a probablement pas grand-chose à faire pour la Suisse si vous êtes conforme au niveau européen. De notre expérience, on sait que les entreprises suisses ne sont quand même pas si en avance par rapport à tous ces éléments de conformité. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est vraiment aussi l'occasion, si vous êtes basé en Suisse, de vous replonger dans de reprendre une checklist, je dirais, de dire qu'est-ce qu'on a fait. Sur cette slide, j'aimerais juste mentionner quelque chose. Si vous avez eu l'occasion de lire la nouvelle LPD ou l'envie, on va dire ça comme ça, vous verrez qu'elle est formulée un peu différemment que le RGPD, mais en soi, les principes sont les mêmes. On a le droit d'avoir accès, on a le droit à la portabilité, on a le droit d'être informé sur le traitement, etc. Donc, tous les principes sont là. Comme je l'ai mentionné auparavant, la collecte est admise si elle respecte la loi. Alors que dans le RGPD, on va dire la collecte n'est pas admise, sauf si. C'est un peu une différence, un peu le Swiss finish, on va dire ça comme ça. Je vais venir ici sur les conséquences qui sont à mon avis importantes. J'ai mentionné que les amendes ne seraient pas aussi élevées. Il faut aussi comprendre que le préposé, qui est l'entité d'autorité de surveillance à la protection des données en Suisse, n'a pas du tout le même niveau de pouvoir qu'on a vu au niveau européen. Donc, le préposé va pouvoir faire des enquêtes d'office ou sur dénonciation. S'il n'y a pas de collaboration de la part de l'entreprise, il va pouvoir exiger d'avoir accès à des informations internes aux locaux. Il va pouvoir faire des auditions d'employés ou bien désigner des experts. Donc, il aura le droit d'audit. S'il y a une violation, il aura de demander la modification ou la cessation du traitement, l'effacement des données ou bien d'interdire une certaine communication. Par contre, il n'a pas le droit d'imposer une amende pécuniaire. Le préposé aura aussi d'autres, je dirais, tâches qui sont plus liées à des prestations. Donc, on va pouvoir aller faire approuver des clauses type de contrat. Si on a un code de conduite à l'intérieur de l'entreprise, on va pouvoir le faire valider par le préposé. Et puis, le préposé sera aussi impliqué sur les analyses d'impact qui ont des conséquences importantes sur les droits des individus. Donc, qui va imposer les amendes pécuniaires? Ce sera les tribunaux suite à une plainte pénale. Comme je l'ai mentionné, le maximum, c'est 250 000 francs qui seront imposés ou appliqués sur une personne. Donc, ce n'est pas sur l'entreprise.
Dans différents cas, on parle toujours d'intention. Donc, s'il y a une fourniture de prestations intentionnelles avec des renseignements incomplets, ben voilà, on va pouvoir faire une plainte pénale. Si on a omis d'informer, on va pouvoir le faire pareil. Si on ne collabore pas non plus, ou si on transfère des données à l'étranger et il n'y a pas de contrat, de nouveau intentionnellement, on va pouvoir faire une plainte pénale. Si le niveau de l'amende sera estimé à moins de 50 000 francs, là, c'est possible que ce soit aussi l'entreprise qui paye la facture, on va dire ça comme ça. L'important ici, bon, ce sera de voir l'application dans les faits, mais aussi quand même de sonner, je dirais, un peu la cloche à l'interne pour que votre direction se rende compte que c'est le directeur ou la directrice qui pourrait être sujet ou partie de cette plainte pénale. Jean, je pense que voilà, on peut passer. Voilà, merci Caroline. Et je te Donc, laisse la main pour ici. ce qu'on voulait du coup un peu illustrer, c'est donner un peu des cas concrets, pratiques. Alors pas tous, hein, parce qu'on ne sera jamais exhaustif dans ce genre de discipline, mais plutôt finalement indiquer quels sont les grands changements, alors qui sont évidemment dictés par la nouvelle, la révision plutôt de la LPD, mais qui en fait sont hérités quelque part du RGPD. Donc si vous êtes déjà au fait de ce qu'on doit poser côté RGPD, ce que je vais vous présenter là, évidemment, ce ne sera pas une découverte. Mais c'est une vraie nouveauté, par contre, pour le consommateur suisse qui, forcément, n'était pas jusqu'ici habitué à ce genre de choses. Donc, le premier point, premier exemple qu'on prend, c'est voilà, typiquement du marketing direct, c'est-à-dire que je suis sollicité par des téléconseillers qui me veulent vendre différents produits, je reçois des emails commerciaux, je reçois un tout ménage, ou bref, tout l'ensemble de ces supports-là. Ce que dit la nouvelle LPD, c'est que effectivement, je dois, en tant que consommateur ou consommatrice, donc donner mon consentement pour partager mes données personnelles, et sinon je ne reçois rien. C'est-à-dire que par défaut, on n'est pas censé m'inscrire sur des listes ou partir du principe que je vais pouvoir recevoir finalement ces éléments-là. Donc, ça veut dire qu'effectivement, toutes les marques derrière, et on verra ce que ça veut dire pour justement les marques, doivent, avant de pouvoir solliciter avec du marketing direct, avoir évidemment eu un consentement libre et éclairé qui n'était pas forcément en place jusqu'ici avec la LPD. Donc là, on a des contraintes qui sont plus fortes, qui sont plus claires aussi, et il y a tout un aspect de communication sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut effectivement dire côté consommateur. Autre exemple qui est un petit peu une conséquence, ou en tout cas un cas particulier, qui est la partie plus digitale, c'est-à-dire quand je me balade sur un site web, quand je me balade sur une application mobile, même chose, on doit être averti sur le fait qu'on va tracer finalement un petit peu mon comportement, ma navigation, et qu'on va pouvoir l'utiliser pour, entre guillemets, personnaliser mon expérience. En l'occurrence, on sait que derrière, on peut faire beaucoup d'autres choses. En tout cas, le principe ici, comme ce que vous avez pu voir d'ailleurs sur pas mal de sites ces derniers temps, même si ça peut agacer l'internaute moyen, mais c'est quand même une contrainte forte, à savoir, on doit avoir ce fameux et fabuleux bandeau cookie. Alors cookie ou ID, hein, parce qu'on verra qu'évidemment sur un téléphone mobile, on ne parle plus de cookie, et puis il y a un certain nombre d'acteurs, dont les GAFA, qui veulent faire disparaître cette notion de cookie, mais c'est un prêté pour un rendu, puisqu'in fine, on a toujours des identifiants qui se baladent. Mais en tout cas, même chose, c'est-à-dire qu'on doit avoir donné son consentement, sinon on ne peut pas être techniquement suivi. Alors suivi à différents niveaux, hein, ça peut être sur des éléments purement statistiques ou sur des éléments plus publicitaires, à savoir je vais collecter de la donnée pour savoir finalement ce qu'on fait. Alors sur les cookies, il y a une petite subtilité qu'on vous indique ici, c'est que finalement, entre ce qu'on va retrouver sur la LPD révisée et le RGPD, il y a quelques subtilités, même si les principes restent les mêmes. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on doit bien sûr avoir un texte informatif, on doit donner un consentement, mais il n'est pas forcément donné de manière expresse. On peut avoir des sélections, donc typiquement ce que je viens d'expliquer entre de la statistique et de la publicité. Éviter de tromper les usagers, ça c'est relativement évident. Et donc sur le RGPD, on suit ces mêmes principes.
Par contre, il y a une contrainte plus forte, c'est que par défaut, il n'y a pas de consentement. Et donc, on peut aussi supprimer directement son tracking. Donc, on voit que c'est aussi un sujet sur lequel les choses évoluent. Il y a déjà des différences entre RGPD et LPD, donc finalement entre Europe et Suisse, et elles vont continuer puisque typiquement la CNIL a donné des directives relativement récentes là-dessus. Donc c'est encore un domaine qui est on va dire en mouvance, quoi. Dernier exemple qu'on voulait vous donner, c'est sans doute le plus compliqué, pas pour le consommateur, mais pour l'entreprise, c'est le fabuleux droit à l'oubli. C'est-à-dire, voilà, je suis consommateur, je peux dire à une entreprise, très bien, j'aimerais ne plus rien recevoir de votre part et surtout que vous effaciez l'ensemble des informations qui me concernent chez vous. Alors, ce qui est clair derrière, c'est qu'on peut évidemment tout effacer, sauf tout ce qui va être contractuel, donc tout ce qui va être transaction, ou d'autres choses qui sont prévues par la loi sur des secteurs spécifiques. Et là, pour le consommateur, c'est souvent assez simple, c'est je remplis un formulaire ou j'envoie un email à une entreprise, un email pardon, de type dpo@entreprise.ch. Pour le consommateur, c'est super simple. En revanche, pour les entreprises, c'est super compliqué. C'est-à-dire que demander à son responsable IT d'effacer des profils dans son SI, c'est tout de suite un cauchemar. Là-dessus, je parle avec la petite expérience qu'on peut avoir avec le RGPD et nos clients là-dessus. C'est évidemment compliqué parce que de manière générale, l'IT n'est pas designé, on va dire, pour effacer des enregistrements, mais plutôt pour les gérer. Alors évidemment, on peut les rendre anonymes, ce qui est une façon élégante de faire les choses, mais c'est une vraie épine en fait dans le pied des SI quand on leur parle finalement de ce genre de loi. Donc voilà, ça c'était les 3 exemples qu'on voulait vous donner pour vraiment ancrer un petit peu ce que ça veut dire concrètement pour le consommateur. Maintenant, côté entreprise, évidemment, c'est plus ce qui nous intéresse aujourd'hui. Là, on parle de boîte à outils. Alors, je vous donne plutôt ce que nous, on a l'habitude de faire en termes de démarche, en termes de livrables. Je ne parle pas d'outils. Christian sera plus là pour en parler plus précisément côté OneTrust. Boîte à outils dans le sens un petit peu l'ensemble des éléments finalement qu'on est censé couvrir pour que tout ça puisse fonctionner. Alors, première façon de rentrer là-dedans, en fait, c'est de diviser un peu finalement le sujet en trois sous-parties. Premier, c'est ce qui est la gouvernance de la data, donc qui va beaucoup plus loin que la simple protection des données, hein, puisque toute entreprise est censée avoir une gouvernance des processus data pour pouvoir les gérer de manière un peu claire, uniforme. Mais souvent, il faut pouvoir un peu s'inclure là-dedans. Et d'ailleurs, en petite parenthèse, on voit beaucoup de projets de gouvernance data qui finalement voient le jour grâce à la protection de la donnée qui réveille un certain nombre de problèmes qui ne concernent pas que les données personnelles, mais qui concernent beaucoup plus de données, qu'on soit sur des données produits aussi, typiquement sur du manufacturing, qui par défaut, par nature, pardon, n'est pas personnel. Bref, c'est des sujets qui sont plus larges que la simple protection de la donnée personnelle. Deuxième point qui est important, c'est l'expérience utilisateur. On l'a vu, il y a des choses qui sont importantes à prévoir et finalement, vous l'avez peut-être pu le voir aussi sur des entreprises peut-être plus européennes qui en ont fait finalement un avantage compétitif pour communiquer dessus, pour responsabiliser aussi les utilisateurs et le reste, donc d'avoir une vraie démarche proactive vis-à-vis de ça. Et le dernier point qui est sans doute la partie non visible de l'iceberg, qui est un peu plus l'architecture IT, qui, comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple du droit à l'oubli, est un sujet en soi et sur lequel il va falloir travailler de manière beaucoup plus fine. Et souvent, c'est là où se retrouvent un petit peu tous les goulets d'étranglement de ce qu'on peut voir sur ce genre de démarche. Donc pour ici, je vous ai un peu listé le genre de choses qu'on est censé poser. Alors, c'est évidemment pas exhaustif, pardon. Ça reste des points clés par nature. Entre une entreprise qui est très B2C, une entreprise qui est très B2B ou qui est très B2B2C qui va faire les deux ou aussi qui veut qui a une gestion des employés aussi perfectible. Enfin, il va y avoir différents axes qui seront possibles. En l'occurrence, ici, on vous a posé vraiment les choses qui sont importantes. Première chose, donc gouvernance data, ce qu'on voit ici, c'est cette gouvernance et ces process qui doivent être un peu élargis pour se dire comment je vais définir mes processus vis-à-vis de la donnée au sens large, de la donnée personnelle en particulier, et aussi comment inclure mes partenaires dans ce genre de choses qui sont souvent
pas oublié, mais en tout cas moins priorisé. Donc ça, c'est quelque chose à regarder. Deuxième chose, c'est la base de consentement marketing. Ça, on va voir que c'est aussi un sujet qui doit être traité de manière assez précieuse, puisqu'évidemment, c'est un peu un asset pour les gens du marketing et de la communication, hein. Si on a une base client sur laquelle on travaille, bah, comment on va faire pour s'assurer qu'avec cette nouvelle LPD, on peut continuer à travailler de manière sereine et continuer à utiliser cette base-là pour communiquer, pour vendre et prospecter tout le reste. Donc ça, c'est un vrai point. Deuxième pilier, donc l'expérience utilisateur. Donc il y a une notion de design, effectivement, de l'expérience. Pourquoi? Ben, je vous donne juste un exemple. Nous, on a déjà fait des projets, donc, du coup, typiquement avec le RGPD, pour faire finalement de l'A/B testing, pour montrer pour maximiser le consentement. C'est-à-dire pour s'assurer que maintenant qu'on doit obtenir un consentement, c'est un passage obligatoire. Donc, cette notion d'expérience, de design et d'A/B testing, en fonction de comment je vais présenter les choses, comment je vais en parler, à quel moment surtout je vais en parler, on aura des résultats qui seront très différents. Donc, cette notion de design est importante. Ce qui arrive juste derrière, effectivement, en lien avec la base de consentement, c'est les campagnes de consentement. Donc, comment je vais faire pour gérer ce genre de choses? Les tests, je viens d'en parler. Et côté architecture, donc là, c'est un sujet assez large, puisqu'on se retrouve avec potentiellement devoir remettre en question un certain nombre de thématiques dans son architecture, et typiquement comment je gère la donnée master, c'est-à-dire la donnée maître en bon français, c'est-à-dire comment je vais m'assurer que mon consentement est centralisé, que quand je parle à un client, je suis sûr que c'est un client et qu'effectivement les données personnelles sont bien gérées derrière. Et donc, on se retrouve avec ces nouvelles solutions. On parle de MDM, on parle de Consent Management Platform. Enfin, il y a toutes ces thématiques-là et on pourra en discuter avec Christian. Donc ça, c'est un peu pour les sujets à traiter. Maintenant, en termes un petit peu de livrables. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais plus pour en poser quelques-uns qui sont importants. Sur la gouvernance, il y a des choses qui sont importantes qu'on va discuter juste après avec Christian, qui sont la partie registre des données, qui est souvent le point de départ pour dire je dois classifier mes données personnelles, je dois créer un registre, dire qui gère quoi, comment, sur quelle fréquence, les durées de conservation, ce genre de choses. Autre point important, c'est ce qu'on appelle le PIA ici, qui est donc une évaluation du privacy, je parle très mal français aujourd'hui, sur ces projets. C'est-à-dire tout projet, finalement, doit passer par cette analyse rapide d'impact pour dire est-ce qu'on est en train, à travers ce projet, de gérer de la donnée personnelle ou pas. Données personnelles pouvant être de la donnée employée, encore une fois, ou de la donnée partenaire. Donc, il faut faire attention à ça. Ensuite, il y a tout ce qui est autour des accords de transfert et tout ce qui va être finalement les contrats avec ses partenaires pour dire qui processe la donnée, qui la contrôle et ce genre de choses. Voilà. Et puis, sur la partie expérience que je disais tout à l'heure, le point important, c'est effectivement cette migration du consentement. Quelle stratégie je mets en place? Parce que si je ne fais rien, et je pense que vous l'avez tous vécu dans les années, il y a à peu près 3 ans de ça, c'est-à-dire en 2018, où vous receviez des emails un peu bizarroïdes, où toutes les marques s'excitaient pour dire on vous adore et finalement, avec le RGPD, vous allez pouvoir continuer votre consentement ou pas. Enfin, il y avait des communications relativement étranges qui n'étaient pas toujours très compréhensibles. C'était souvent dû au fait que les choses n'étaient pas anticipées. Donc, il faut pouvoir effectivement se poser les bonnes questions, se dire avant la nouvelle LPD, j'utilisais ma base de clients, de prospects. Si je ne suis pas capable de démontrer qu'il y a eu effectivement un consentement qui a été capté de manière correcte, normalement, je suis censé ne plus parler à ces clients-là après la mise en application de la nouvelle, la LPD révisée. Alors, avant d'arriver à cet extrême, évidemment, on peut travailler sur des bases pour pouvoir recontacter ces utilisateurs durant la période de mise en place, de pouvoir aussi profiter de la période pour travailler avec eux, sachant que tout ce que je raconte là sur la partie cookies s'applique, mais ne s'applique pas vraiment, puisque quand on parle de cookies, on parle de données qui ont une durée de vie relativement limitée, et finalement, le consentement va tomber un peu par lui-même. Mais donc, ce qui est vraiment important, c'est de regarder comment on gère sa base actuelle de consentement et ensuite, comment on va faire pour s'assurer qu'on aura un maximum de personnes qui auront migré quelque part vers un consentement qui soit vraiment conforme. Et là, il y a effectivement pas mal de façons de faire. Voilà.
Sur l'architecture IT, on pourrait y passer un webinaire entier, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais clairement, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de solutions différentes, nouvelles qui vont arriver, ou alors qui sont en place, et à partir de là, comment je vais travailler ça, typiquement du marketing automation, du CRM, mais aussi comment je vais traiter la partie publicitaire avec mes partenaires et ce genre de choses. Voilà. Dernier point qui est important, alors il y aura une petite illustration avec Christian tout à l'heure, mais ça fait partie des choses intéressantes que nous, on a pu voir sur différents clients, qui sont un peu les centres de préférence. Alors le principe du centre de préférence, c'est un peu à double facette, c'est-à-dire il y a un intérêt pour la marque, à savoir de pouvoir s'assurer que j'ai tout centralisé, que je gère l'ensemble des informations et que je peux effectivement vérifier que j'ai une vue 360 de mon client. Mais ça aussi devient un vrai outil de pédagogie pour les consommateurs, parce que derrière, eux, ils se rendent compte qu'on prend soin de ces données, qu'on comprend à quoi ça sert, et il y a une vraie pédagogie qui doit s'installer. Et dans les bonnes pratiques, c'est clairement quelque chose qu'on voit, c'est-à-dire que ne pas expliquer les choses pose problème, et mieux les expliquer, évidemment, finalement, c'est un bon moyen aussi d'aller capter plus de choses. Alors après, est-ce qu'on montre tout ou pas? Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, la réassurance et la pédagogie est un sujet en soi. Et du coup, en transition, pour vous expliquer un petit peu concrètement ce que ça veut dire quand on met ça en place chez un client, je vais laisser Caroline en parler. Merci. Donc, si on reprend la longue liste de livrables de Jean, on l'applique à un cas d'espèce. Ici, c'était une société de recrutement qui ne pouvait pas donner des garanties à un client qu'ils avaient bien un programme de conformité de protection des données pour obtenir un mandat. Donc, ce qu'on a fait, tu peux avancer, Jean, c'était de regarder la situation initiale et puis de déterminer quelles sont les priorités. De nouveau, si on prend la liste des livrables, qu'est-ce qui est important pour l'entreprise, sur quoi on va devoir travailler. Donc ici, on s'était rendu compte que c'était un groupe international avec des entités en Europe et en dehors de l'Europe, un secteur hautement concurrentiel. Donc, on a intérêt aussi à pouvoir mettre en avant les investissements qu'on a faits au niveau de la conformité dans tous les domaines, mais aussi par rapport à la confidentialité des données. À l'interne, il n'y avait pas vraiment de processus de traitement des données. C'était fait un peu ici et là par les différentes fonctions. Définitivement, sur leur site internet, il n'y avait pas non plus de documents qui expliquaient l'éthique, je dirais les principes à la base du traitement des données spécifiques, que ce soit des données qui soient récoltées par le site ou bien des données en général. Et puis, en creusant aussi, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout d'accord entre les entités du groupe et rien n'était fait au niveau de la protection des données. Ça, c'est un point important parce que quand il y a un transfert entre groupes et hors du pays, il va aussi falloir régler ça comme si on était en face d'un prestataire tiers. Donc, ce qu'on a apporté spécifiquement pour ce cas-là, c'était d'abord de créer une cartographie des entités. Ça, c'est toujours la première étape, où on est, avec qui on parle, qui est impliqué en fait dans l'histoire. On a fait un inventaire des données, de savoir ressources humaines, qu'est-ce qu'ils avaient, marketing, qu'est-ce qu'ils avaient, finance, opérations, vente, etc. On a mis à jour les contrats de manière assez facile, avec un avenant, par exemple. Et puis, on a également regardé comment le site web était construit et qu'est-ce qu'il fallait ajouter, que ce soit tant sur la notice de confidentialité ou bien les différents opt-in, les disclaimers qu'on peut avoir sur un site, de nouveau avec l'idée, comme Jean l'a mentionné, comment est-ce qu'on peut optimiser le consentement lorsqu'il est nécessaire, ou bien comment est-ce qu'on peut optimiser le devoir d'information, l'information qu'on va donner aux personnes qui viennent, qui partagent des données personnelles. Et puis, à la fin, ça permet de valoriser tout ce qui a été fait. C'est bon, tu peux continuer. Ce programme de conformité, voilà, il a différentes étapes. J'ai juste envie ici de prendre le registre, donc c'est la slide suivante, au niveau de la cartographie et du registre. Et ça, c'est des éléments aussi qui sont maintenant clairement définis dans la nouvelle version de la LPD, qui s'applique aux responsables du traitement et aux sous-traitants. Si vous êtes sous-traitant, vous devez aussi tenir un registre des données que vous traitez pour le compte de votre mandant. J'aimerais mentionner ici qu'il y a une exception pour les entreprises qui ont moins de 250 employés
et qui traite des données, je dirais, sans risque d'atteinte aux droits des individus, là, il n'y a pas d'obligation de registre. C'est quand même nettement conseillé de faire cet exercice, surtout si vous êtes dans un domaine sensible ou bien dans un domaine où on pourrait vous demander des comptes. Et de nouveau, dans le cas précédent, ce qu'on avait envie de montrer, c'était que vous allez vendre vos produits et vos services à des tiers et vous allez peut-être être challengé par votre client potentiel, dire mais qu'est-ce que vous avez fait? Si vous répondez juste on a 200 employés, on ne fait rien, on n'a pas de registre, je ne sais pas si c'est la meilleure réponse. La slide suivante, c'est l'étude d'impact. Jean l'a mentionné et puis Christian va nous montrer comment ça se passe avec un exemple précis d'un outil. Là, c'est l'exercice de se poser des questions. Je vais traiter telle donnée. Est-ce que j'ai mis en place les mesures adéquates? Est-ce que je dois le notifier au préposé? Est-ce que je peux aller de l'avant? Oui. Et puis, le dernier point qu'on voulait aussi mentionner dans ce webinaire, c'est l'abandon du Swiss US Privacy Shield. Vous en avez certainement entendu parler aussi avec l'Europe. Donc, le transfert de données en soi est interdit, sauf si on peut démontrer que le pays destinataire a un même niveau de protection des données personnelles que son propre pays. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équivalence et puis l'adéquation. Les US ne sont pas en adéquation, je dirais, avec nos droits. D'une part parce que certaines autorités pourraient avoir un accès assez facile à certaines données qui sont hébergées sur le territoire américain ou bien par des prestataires américains. Et puis, la deuxième point, c'est que les droits en fait, des individus ne sont pas aussi bien protégés dans certains pays. Donc, le mécanisme qui avait été mis en place pour le transfert des données entre la Suisse et les États-Unis tombe. Et du coup, il va soit falloir prévoir des accords plus spécifiques avec les prestataires quand on partage des données, soit on se décide, ben voilà, on choisit notre nouvel outil MDM ou CRM basé en Suisse, par exemple, ou bien en Europe. Comme ça, on évite certaines questions. Donc là aussi, des éléments à prendre en compte quand on change de système pour, je dirais, se faciliter la vie et ne pas entrer dans des considérations très contractuelles, mais qui vont prendre le temps de tout le monde. Merci, Jean. Alors, juste pour finir en mode un petit peu clin d'œil, hein, pour montrer que finalement la protection des données, ça nous intéresse tous, mais ça intéresse vos cibles, les GAFA. Et à travers l'exemple de Facebook et de Google, bon, je pense que Facebook, ici, c'est plus finalement avec WhatsApp et un petit peu la tempête qu'il y a eu il y a quelques mois de cela, c'est bien montré que c'est plutôt une révolte des utilisateurs finalement, puisqu'il n'y a rien eu de bien différent de ce qui a été fait les dernières années. Et finalement, ça montre bien que les utilisateurs comprennent de plus en plus ce que ça veut dire. Et pour illustrer aussi ce que ça veut dire avec Apple, sur le prochain iOS 14, on parle de IDFA, donc l'identifiant pour les publicitaires. On parle d'un blocage par défaut, sous-entendu que pour les applications, les éditeurs d'applications et aussi pour les régies publicitaires, ça va leur poser un sacré souci. C'est-à-dire que typiquement, les utilisateurs qui ne comprennent pas trop ou qui disent « tiens, on est en train de me tracer, je refuse », ben, finalement, ils vont avoir une décroissance forte de la traçabilité et donc de la donnée pour tous ces acteurs-là. Et quelque part aussi, c'est Apple qui reprend un peu le pouvoir sur les données de ses utilisateurs sur leur plateforme. Alors, on ne donnera pas notre avis là-dessus, mais c'est juste pour montrer qu'effectivement, c'est des choses qui sont bien dans l'air du temps et qui évoluent sans cesse. Je propose du coup de passer à la dernière partie avec Christian qui va du coup nous expliquer un petit peu avec OneTrust qu'est-ce qu'on peut faire effectivement d'intéressant. La parole est à toi, Christian. Absolument. Merci beaucoup, Jean. Alors, tout d'abord, d'un point de vue OneTrust, on aide les entreprises de différentes manières. D'abord, pour identifier les données dont ils disposent, donc scanner un petit peu les différents systèmes qu'ils ont et faire le lien entre les données qu'ils utilisent et les lois, les régulations avec les informations sur OneTrust Data Guidance. Après, ce qu'on voit avec notre robot d'intelligence artificielle OneTrust Athena, on va pouvoir aider à automatiser sur différents cas de figure, notamment tous les aspects de privacy, de protection des données personnelles, avec la tenue de registre, l'automatisation des PIA, la partie gouvernance pour la qualité des données, la partie GRC que vous voyez sur la gauche, c'est pour tout ce qui est risque et toutes les équipes de sécurité.
mais aussi les aspects de consentement avec OneTrust Preference Choice, donc pour tout ce qui est marketing, les bannières cookies, les centres de préférence. Et les deux derniers points, c'est plutôt sur l'évaluation et la réévaluation des tiers, des sous-traitants, ainsi que tous les aspects d'éthique. Donc, on intervient sur de nombreux sujets et on en a choisi 3 qui sont en général ce que nos clients, avec lesquels nos clients débutent en fait, qui vont être la cartographie des données, que l'on va voir dans un instant, mais également la tenue de PIA et d'évaluation. Et enfin, le troisième point qui sera la partie CMP cookie. Donc pour ce qui est cartographie des données et registres, ce que vous voyez ici, c'est vraiment comment est-ce qu'on va faciliter la création et la mise à jour de ce registre pour nos clients, pour les différentes entreprises. Et donc l'idée, ça va être déjà si vous avez déjà une cartographie de vos données ou une liste en fait de vos traitements que vous effectuez actuellement, on va pouvoir importer ces informations dans la plateforme ou bien s'intégrer avec différents outils que vous avez dans votre système IT pour alimenter justement ce registre. Et ensuite, vous allez pouvoir lancer des évaluations pour automatiser et compléter en fait les informations qui vous manquent. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir collaborer avec vos responsables métiers, de votre équipe RH, de votre équipe marketing, etc., pour qu'ils vous donnent ces informations en tant que DPO ou responsable de la gestion de ce registre. Donc, c'est vraiment ça le but. Et ensuite, bien entendu, de faciliter la vue globale avec les rapports et la conformité au continu. Donc, si on passe sur la slide suivante, on va pouvoir voir que dans OneTrust, on a en fait une plateforme qui permet de lister différents inventaires. Donc, on va avoir la liste des applications, mais également la liste des traitements que vous voyez ici. Et donc, le but, c'est de pouvoir alimenter cette liste et de pouvoir faire des liens entre les différents inventaires. C'est là où on va être très fort, c'est pour éviter de dupliquer la donnée et d'avoir les mêmes informations sur différentes fiches. On va avoir des fiches pour les applications, des fiches pour les traitements, des fiches pour les entités. Et derrière, on va faire des liens entre ces dernières pour faciliter le reporting et consolider ces informations. Et donc là, si on ouvre un des traitements, donc on est sur le traitement de publicité en ligne dans cet exemple, on va pouvoir libeller les différentes informations que Jean et Caroline ont mentionnées tout à l'heure, notamment les finalités du traitement, est-ce qu'on est responsable du traitement, combien de personnes sont concernées par ce traitement, etc., etc. Mais également faire le lien avec les éléments de données personnelles qui sont utilisés dans ce traitement et également les liens avec les ressources que vous voyez sur la partie droite. On voit des relations pour dire que dans ce traitement de publicité en ligne, on utilise Adobe, on utilise Dropbox Business, on utilise Facebook pour ce traitement particulier. Et donc, c'est là qu'on va faire des relations. Et puis, sur la base de ces relations, ce qui va être intéressant, c'est que le système va automatiquement permettre de générer un graphe de linéage des données qui permet d'avoir une vision globale en fait, de notre traitement avec les personnes qui sont concernées. Ici, ça va être des clients, mais ça aurait pu être des données par rapport aux employés, aux sous-traitants, aux partenaires, etc. Et également, les différentes ressources, les différentes applications qui permettent d'effectuer ces différents traitements. Donc, c'est vraiment le but d'avoir une vision graphique de ce traitement. Et puis maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc ça, c'était la partie registre. Maintenant, on va voir comment en fait les évaluations vont faciliter du coup justement le remplissage de ce registre, mais également des informations importantes comme l'identification automatique de risque. On va avoir différents modèles de questionnaires qui vont permettre d'automatiser l'identification des risques et derrière de pouvoir faire un suivi par rapport à ces risques. Et bien entendu, on a un système de workflow qui permet en fait d'avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir collaborer sur cette évaluation pour fournir les réponses, mais également pour approuver et valider les informations qui sont transmises par les responsables métiers, par exemple. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter l'automatisation avec OneTrust Athena, encore une fois. Pour automatiser l'identification des risques, on va avoir des règles qui, en fonction des réponses qui vont être fournies sur ces questionnaires, vont automatiquement être lancées, identifier un risque d'un certain niveau, permettre également de lancer une réévaluation automatique de votre registre, que ça soit tous les 6 mois, tous les ans, pour s'assurer que les informations que vous mettez à jour aujourd'hui dans votre registre, vous allez à un moment donné devoir les réviser et s'assurer que c'est bien à jour dans votre registre.
Et donc, si on passe sur la slide suivante, on va voir ici un exemple de modèle d'évaluation. Ici, on est dans l'éditeur. Donc, l'idée, c'est que OneTrust va déjà avoir en standard plus d'une centaine de modèles qui vont être prédéfinis, que vous pouvez utiliser tels quels, avec des règles qui permettent d'automatiser l'identification des risques, le lancement de questionnaires supplémentaires, lorsqu'on a détecté qu'une analyse d'impact est nécessaire, par exemple. Et le but, c'est que vous pouvez les utiliser tels quels, mais vous pouvez également les adapter. Donc, si vous souhaitez modifier en rajoutant des questions, en modifiant la description et en donnant des exemples plus concrets correspondant à ce que vos responsables métiers vont utiliser, vous pouvez tout à fait le faire, vous pouvez tout à fait les adapter. Donc, c'est très flexible à ce niveau-là et c'est disponible en différentes langues. Et là, ce qu'on voit ici, c'est comment est-ce qu'on va faciliter en fait l'accès à ces questionnaires, le lancement de ces questionnaires par les responsables métiers. Parce que le but, c'est de faire collaborer vos responsables métiers. Et donc, pour faire ça, on a ce qu'on appelle le portail libre-service qui rend à disposition, en fait, comme vous le voyez, différents questionnaires et vous pouvez sélectionner lesquels vous rendez disponibles pour vos responsables métiers qui, par exemple, lorsqu'ils souhaitent déclarer un nouveau traitement, vont se connecter sur ce portail en utilisant le SSO, par exemple, cliquer sur « Lancer un traitement » et démarrer cette évaluation pour informer leur équipe de protection des données. Donc, ce qu'on va voir sur l'écran d'après, c'est que vous voyez l'exemple d'un de ces questionnaires. Donc là, on voit quel traitement est-ce qu'on va évaluer et puis différentes questions qu'il suffira en fait de dérouler pour le responsable métier très facilement pour répondre à quelle est la description de ce traitement, quelle va être la finalité de ce traitement pour reprendre en fait les mêmes informations qui doivent figurer dans le registre juste en répondant à ces questions. Et donc, ça va avoir un intérêt double, c'est que ça va permettre de faciliter le remplissage, mais également l'identification des risques que l'on voit ici. Et donc, une fois que ces risques ont été identifiés, vous allez pouvoir faire un suivi pour s'assurer que vous mettez en place des actions. Le but, ce n'est pas juste d'identifier les risques, c'est de s'assurer que derrière, vous allez avoir une personne qui va être en charge de mettre en place des nouveaux contrôles et de sécuriser les données si vous avez identifié un risque. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et enfin, la dernière étape que l'on voit pour débuter avec OneTrust, en tout cas par rapport à ce que nos clients mettent en place en premier, ça va être également la partie cookies, parce que c'est la première chose que les utilisateurs vont voir lorsqu'ils vont se connecter sur vos sites Internet. C'est quelle est la bannière cookie et qu'est-ce que vous faites de mes informations. Donc, c'est vraiment un gage de transparence et de bonne foi en fait, vis-à-vis de vos utilisateurs. Et donc, pour mettre ça en place, ça va être très simple. On va avoir quelques étapes. On va d'abord lancer l'analyse pour détecter quels sont les traceurs, les cookies qui sont déployés sur votre site. Utiliser justement une catégorisation automatique avec Cookiepedia qui permet de pré-catégoriser les cookies qui ont été détectés de manière automatisée. Et ensuite, décider de quel bandeau vous souhaitez mettre en place, quel centre de préférence vous souhaitez mettre en place et déployer ça sur vos sites. On va également avoir deux fonctionnalités supplémentaires sur la fin. Le fait de pouvoir générer dynamiquement en fait, une liste de cookies en fonction des informations qui ont été détectées par OneTrust. Donc ça, c'est pour mettre sur votre politique de cookies. Et enfin, tout le suivi continu, et toute la partie testing A et B pour améliorer et maximiser votre taux de consentement pour les équipes marketing, par exemple. Et donc, à quoi est-ce que ça ressemble dans la plateforme? Donc là, on voit par exemple l'écran, une fois que l'audit a été effectué, vous allez pouvoir détecter tous les traceurs, toutes les technologies justement de traçage qui sont disponibles sur votre site et ensuite déployer différents types de bannières en profitant de la galerie et de la mise en page que vous pouvez bien entendu mettre à jour, des brandings dans différentes langues, différents modèles de consentement également. Donc, si vous souhaitez préactiver certaines catégories de cookies, vous allez pouvoir le faire. On est flexible là-dessus, bien entendu, en fonction de l'utilisation que vous faites de ces cookies et déployer ça aussi bien sur la partie mobile que sur les sites web. Et donc là, ce qu'on voit, c'est plutôt l'éditeur des différents modèles. Donc, vous avez la possibilité de customiser absolument tout, tout ce que vous voyez sur votre bannière. Et enfin, pour la partie déploiement, on va avoir différentes méthodologies de blocage, un blocage automatique qui va vraiment faciliter le déploiement de la bannière et le blocage des cookies avant que l'utilisateur ait pu donner son consentement, mais également des intégrations avec différents gestionnaires de tags, que ce soit Google Tag Manager ou plein d'autres, tous les tag managers que vous voyez sur le marché, on peut tout à fait s'intégrer avec n'importe lequel d'entre eux. Voilà pour la partie blocage.
Et enfin, donc, je parlais également de tests A/B, de statistiques. On va avoir des dashboards qui permettent de visualiser quelles sont les bannières qui vous permettent de maximiser le taux de consentement pour justement continuer à informer et à communiquer avec vos utilisateurs tout en étant en conformité avec la LPD. Donc, c'est vraiment le but. Donc, pour faire ça, on va avoir différentes méthodologies de testing. Alors, merci Jean. Je pense que ça a été un très bref aperçu. Je te laisse passer à la partie questions sur les Alors dernières. justement, il y a très bonne transition, parce qu'il y en a déjà une pour toi qu'on va prendre, on va les prendre à l'envers, c'est pas grave, mais comme elle concerne OneTrust, une question du coup sur le processus d'installation de OneTrust. Est-ce qu'on parle de solution cloud ou locale ou hybride d'ailleurs? En fait, on a les deux options, mais ce qu'on voit en pratique, c'est que la plupart de nos clients préfèrent passer sur le cloud. Donc, c'est une solution SaaS pour justement toutes les facilités que va offrir le cloud. Mais on peut tout à fait installer la solution sur vos propres serveurs si besoin. Ok, alors on va faire un peu le tri dans les questions, il y en a quelques-unes, il nous reste 7 minutes, je pense qu'on pourra les traiter entre celles qu'on peut voir là et celles qui sont en privé. Donc une autre question sur effectivement une société européenne donc installée sur le sol suisse, est-ce qu'elle doit être conforme au RGPD, à la LPD et à la LIPAD? Caroline, peut-être si tu veux nous éclairer là-dessus. Je pense que ça dépend un petit peu des activités de l'entreprise. Si l'entreprise européenne, elle fait commerce ou elle vend des produits et services en Suisse, elle va devoir aussi respecter la LPD. Donc, elle va devoir, si elle n'a pas d'entreprise en Suisse, une affiliée, elle va devoir avoir un représentant en Suisse. C'est la même notion du représentant qu'on a au niveau de l'Union européenne, mais là, il faudra avoir quelqu'un en Suisse. Ce sera soit une société que vous mandatez ou bien je dirais quelqu'un que vous allez mandater pour prendre contact, être le point de contact avec le proposé et puis être le point de contact avec les individus qui sont résidents en Suisse. Donc, ça va vraiment dépendre des activités qui sont faites par la société au niveau européen. Après, définitivement aussi, il y a des lois spécifiques qui s'appliquent. Si vous êtes dans le monde des dispositifs médicaux, si vous êtes dans la finance, dans certaines autres industries où il y a une réglementation qui va peut-être aussi qui va couvrir le traitement de données personnelles, définitivement, mais il va falloir prendre ça en compte. C'est malheureusement un peu, voilà, c'est comme ça. La Suisse est un petit pays, mais si une entreprise européenne veut faire du commerce en Suisse, elle va aussi devoir suivre le droit suisse. Et un dernier point aussi, il ne faut pas oublier ses employés. À partir du moment où vous avez des employés suisses, effectivement, enfin résidents suisses en l'occurrence, il va falloir aussi que pour eux, la nouvelle loi sur la protection des données va s'appliquer. Une autre question un peu plus compliqué à répondre, sur combien de temps on estime le temps nécessaire pour une mise en conformité d'une entreprise? Alors celle-là, je peux tenter une réponse et je vous laisse compléter. Mais alors évidemment, vous l'avez compris, ça va dépendre de quel type d'entreprise on parle. Est-ce que c'est déjà une entreprise qui est passée par une mise en conformité RGPD parce qu'elle avait des affaires ou des contacts aussi, ou même des employés résidents européens. Alors, c'est sûr que si elle a déjà fait cette mise en conformité RGPD, ce sera super rapide. Là, je pense que la question est plutôt pour une entreprise suisse qui n'a pas d'activité hors de la frontière. Et du coup, là, effectivement, on se retrouve un peu… Alors là, on peut reprendre un peu nos benchmarks finalement de ce qu'on a fait à partir du RGPD, puisque les thématiques sont évidemment les mêmes. Alors, ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise. Hein. Si on parle d'une start-up ou d'une grande entreprise, les délais ne sont pas les mêmes. J'ai envie de dire que nous, sur ce genre de programme, ça peut être des choses extrêmement simples. Hein. Si on a une start-up, ça va simplement mettre en place un certain nombre de directives et de processus et ne serait-ce qu'avoir un registre sur un Excel ou ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Après, vous l'avez compris, si on est une entreprise beaucoup plus grande, là, en termes, nous, de cadrage, et ce que je vous ai montré tout à l'heure hein, sur la boîte à outils, ça peut être déjà une première prestation qui consiste à faire un état des lieux et savoir ce qu'on doit faire, pas faire, dans quel sens. Est-ce qu'on a besoin de nouvelles solutions ou pas? Quelle est l'organisation qu'on doit mettre en place? Enfin, il y a tous ces aspects à regarder. Donc là, on peut se retrouver déjà sur des mandats qui peuvent atteindre des choses comme 100 000 francs si on doit vraiment donner un chiffre. Après, voilà, je vous ai vraiment donné de 0 à 100 000. Donc ça, c'est vraiment les deux extrêmes. Sachant que là, je ne parle pas encore de la mise en place des choses. Parce que si demain, vous devez, à partir de là, la conclusion, c'est de dire
je dois déployer un OneTrust sur, par exemple, sur l'ensemble de mes traitements de données, ou alors si je me rends compte que je ne gère pas mes données clients de manière correcte, il faut que je mette en place un outil de MDM. Bon, là, c'est d'autres projets dédiés. Donc, effectivement, c'est encore d'autres thématiques. Il y a encore d'autres questions, on va essayer de finir là-dessus aussi, sur l'anonymisation des données. Est-ce que sur un droit à l'oubli, si j'anonymise les données, est-ce que c'est considéré comme correct? Je peux répondre, ou Caroline, mais je crois que tu vas-y, Caroline. Oui, alors, ces lois, elles couvrent voilà, la LPD couvre les données personnelles. Donc, c'est des données qui permettent d'identifier la personne. Des données anonymisées au sens de nouveau du RGPD ou de la loi sont des données qui ne permettent plus d'identifier la personne, où la clé, on dit la clé a été jetée au fin fond de l'océan, donc on ne peut pas revenir en arrière. Donc, en fait, quand on a des données anonymisées, ben, on ne peut plus parler du droit à l'oubli parce qu'en fait, voilà, la donnée ne fait pas de référence à quelqu'un. Tout à fait. Je vais reprendre, du coup, j'ai essayé de grouper les 2 dernières questions pour regarder le timing sur un peu la gestion des données. En fait, finalement, si on est plutôt sur les réseaux sociaux, bah, en fait, sur les réseaux sociaux, si vous restez dans les réseaux sociaux, par définition, les données ne vous appartiennent pas, en fait. Sous-entendu, quand vous, par exemple, vous voulez cibler une personne sur un Facebook ou sur un LinkedIn, en fait, vous achetez la prestation chez Facebook et LinkedIn pour dire: «Est-ce que je peux louer quelque part vos données et atteindre ces personnes?» Après, si c'est pour de la messagerie, bah, en l'occurrence, c'est du one-to-one, comme on dit, donc là, ça ne s'applique pas. Donc, à partir du moment où on reste dans des écosystèmes qui, en gros, ne sont pas les vôtres, ben, finalement, ces écosystèmes-là qui gèrent les choses. Donc, normalement, elles le gèrent de manière correcte. Je vous donne juste un exemple. C'est si vous sortez, par exemple, de LinkedIn, que vous voulez, par exemple, ben, prendre par exemple, les followers, les abonnés d'une entreprise, et puis derrière, leur envoyer une newsletter. Là, vous avez un problème, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas conforme sur la protection des données parce que vous n'avez pas eu le consentement de ces gens-là, puisque quelque part, vous les forcez à dire, bah, comme vous nous suivez sur LinkedIn, bon, bah, je vous envoie une newsletter. Non, vous êtes censé leur demander effectivement un, un consentement pour ce genre de choses. Et il y a une autre question qui est derrière sur l'analyse des données. Ça, c'est un sujet qui va certainement bouger. En l'occurrence, en Europe, ça bouge, c'est-à-dire que les premiers bandeaux de cookies étaient relativement permissifs et ressemblaient un peu à ceux qu'on pourra mettre à peu près en place en Suisse. Certaines autorités locales, donc en l'occurrence, on peut parler de la CNIL parce que c'est les plus récents qui ont bougé là-dessus, eux, ils veulent resserrer les rangs pour dire attention, vous n'êtes pas censé faire de l'analyse de votre audience sans lui poser la question. Donc évidemment, ça a un impact parce qu'il y aura moins de consentement, donc vous verrez moins de trafic. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a moins de trafic, hein, c'est tout simplement qu'il est moins tracé. Donc, ce sujet-là est un sujet qui va clairement évoluer et ce qu'on dit aujourd'hui ne sera pas forcément juste plus tard, quoi. Et une autre question, comment sont évoluées les données anonymisées sous l'angle des lois de protection des données? Faut-il un consentement pour cela? Bah, en fait, oui, c'est ce que si on utilise les données à des fins à des fins de profilage et d'analyse, ça fait partie parce qu'une donnée anonyme, ça dépend ce qu'on appelle anonyme. Un cookie, par nature, c'est une donnée anonyme. C'est-à-dire que quand je vous donne un cookie, vous ne savez pas qui est derrière. Mais par contre, un cookie est considéré comme une donnée personnelle, selon les règlements européens et suisses. Donc, disons que la question, on pourrait en discuter longtemps, mais c'est pas aussi simple que ça. Mais a priori, tel que je comprends les choses, il faudrait effectivement demander le consentement parce que derrière, il y a effectivement des notions d'analyse, quoi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Ça tombe bien parce qu'on a un petit peu dépassé l'horaire, mais ça va, on n'est pas trop en retard. On a été sages. Voilà, donc on sait que vous êtes tous muets, que c'est pas très très cool, donc on ne voit pas tout ce que vous nous racontez, mais c'est pas grave. Vous pouvez évidemment nous contacter à la suite de ce webinaire. En tout cas, on voulait tous vous remercier puisqu'il y a eu pas mal de participants et aussi pas mal d'interactions, donc c'est toujours sympathique pour nous. Je voulais remercier évidemment Caroline et Christian, et puis je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.